bien. Donc, on va commencer dans moins d'1 minute. Tu veux introduire, Elias, du coup? C'est François qui a dit. Sauf si tu veux présenter en quelques mots la boîte. Normalement, ce serait Agathe qui est censée le faire. À la boîte Théo. Sipios, non? Mais ça part off script. Frédéric. C'est parti, on va commencer dans moins de 30 secondes. Écoute, je vais introduire. Après, on va se présenter. Ok, très bien. Et ben voilà, bonsoir à tout le monde. Merci aux courageux d'être venus sur Pascal, même si vous êtes au troisième, mais c'est pas grave, pour un certain nombre d'entre vous. Bonjour à ceux qui nous rejoindront en ligne ou en replay, évidemment, parce que ce meet-up programmé sera disponible en replay. Donc bienvenue à ce meet-up programmé, donc c'est le 32e meet-up. Et on est hébergé chez Théodo, même si on n'est pas chez Théodo. En fait, on est à Sipios. Oui, c'est ça, à Sipios. On nous présente un petit peu en quelques mots dans quelques minutes. Sipios. Donc, le thème du meet-up de ce soir, c'est Wallet 3.0. Donc, on va parler un petit peu de blockchain, on va parler d'NFT et d'architecture wallet. Donc, avec Jinan, donc si tu peux faire coucou à la caméra, voilà. Et puis Axel, voilà, à côté. Donc, ce sera le duo d'intervenants de ce soir. Donc, l'agenda est classique. Alors, déjà, on remercie Théodo de nous accueillir. C'est meet-up de janvier à juin. Parce que, comme vous le savez, on change d'hébergement tous les 6 mois. Voilà, donc on est à côté de Métro de Rome. Donc, comme ça, à la prochaine fois, vous saurez tout. Donc, au niveau agenda programmé, le prochain meet-up, ce sera le 28 mars. Donc, ce sera le meet-up 33. Le meet-up 34, le 25 avril. Et jeudi prochain, donc dans 2 jours, DEFCON 18 sur informatique et programmation quantique. Donc, une après-midi à parler évidemment de QGIS. C'est le propos central. Et du fameux chat de Schrödinger aussi, accessoirement, ça fait pas de mal. Campus de l'ESGI à partir de 13h30, début des sessions à 14h, et bien évidemment, on finit par la pizza beer party traditionnelle à partir de 19h30. Donc, journée effectivement quantique, 23 février à l'ESGI, et notez tout de suite aussi sur vos agendas pour celles et ceux qui sont à Lyon et dans sa région, 27 avril prochain, campus ESGI à côté de Lyon-Pardieu. Conférence Green IT Éco-conception avec l'agence lyonnaise de nos amis de Palo IT qui co-organise avec nous cette journée, début des sessions à 13h30 jusqu'à 19h. Donc le 27 avril, tous les détails à venir sur programmer.com. Donc merci à tout le monde. Alors, si tu peux nous présenter un petit peu la société. Okay. Voilà, en quelques mots. Et ensuite, on laisse la parole à Jinan et Axel. Cool. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Elias, je travaille chez Théodo. En ce moment, on est dans les locaux de Sipios, mais globalement, c'est un groupe de startups qui aide les clients à réaliser leurs produits, traitant ou en mettant à disposition des équipes de développeurs et de team product, PM, PO. Voilà. Merci à toi. Je laisse la parole à nos 2 intervenants, donc Jinan et Axel. À vous la parole. Donc, bonne session, beau live coding, durant à peu près 60 minutes. Et si vous avez des questions, vous avez le chat, bien évidemment, disponible sur le Meet, et les questions aussi en salle, bien évidemment. Bon meet-up à tout le monde. Merci François. Merci déjà, on est super content d'être ici et de nous recevoir, surtout que Théodo et Sipios, si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui touchaient au Web3, donc c'est quand même cool de pouvoir échanger avec vous ce soir, on est super contents. On va, juste rapidement sur le programme, on va se présenter succinctement. On fera une petite intro de QR Club, ce qu'on veut faire. Et ensuite, Jinan vous présentera le tuto sur BlockchainDB. Et
BigchainDB, ouais, pardon, j'ai écrit BlockchainDB, tu vois. Et donc avec le protocole consensus Tendermint. Je voulais juste faire un petit disclaimer parce que je disais qu'il y a des gens qui travaillaient sur le Web3. Du coup, je ne sais pas dans l'Assemblée si globalement à main levée, hein, sans jugement de valeur, les personnes qui maîtrisent les grands concepts du Web3 ou qui pensent les maîtriser, pas forcément de compétences techniques, d'accord. Qui a un avis sur le fait que c'est une révolution du web? Ah, ok, non, c'est intéressant. Bon, en tout cas, nous, on en est quand même assez convaincus. Et du coup, ce que je vous propose, du coup, c'est on va se présenter avec Jinan. Vas-y, je te donne la parole. Ok. Donc, bonjour. Alors, moi, c'est Jinan. Ça va faire un peu plus de 6 ans que je travaille dans l'IT, certes à différents postes. J'étais chef de projet déploiement logiciel, j'ai travaillé dans la data. Et finalement, j'ai terminé développeuse. Et donc Axel, moi, ça fait plus de 8 ans que je travaille avec des commerçants, du coup des petits, des grands, des intermédiaires. Je travaille surtout des roadmaps produits, donc au niveau des points de vente, du paiement et de la fidélité. Et j'ai aussi une casquette, on va dire, plus expérimenteur Web3 avec quelques projets d'époque sur des blockchains comme Stellar, pour notamment du paiement. Et donc après le Covid, en fait, on s'est rencontrés. J'ai proposé à Jinan de créer le projet QR Club. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase très très préliminaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment en phase early, enfin, pré-amorçage. Donc voilà, on va vous demander un tout petit peu d'indulgence par rapport à ce qu'on avance là, parce que notre objectif, c'est aussi de tester nos idées. Et évidemment, on va vous parler de QR Club. Alors, en fait, juste vraiment pour parler d'un point de vue concept haut niveau, et le problème auquel on veut s'attaquer, c'est qu'effectivement, on en avait marre de donner nos données personnelles à gauche, à droite, et notamment un des parcours qu'on déteste le plus et qui est le plus pénible, qui est le fait de donner ces données personnelles en magasin, donc à voix haute. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a agacés. Donc, c'est une histoire que tout le monde a expérimenté dans sa vie, je pense. Et donc, on voulait vraiment s'attaquer de front à ça. Et donc, pour régler ce problème, entre guillemets, on s'est demandé comment faire. Et une des idées qui nous est venue, ça a été de créer en fait une application, donc pas encore un wallet, mais une application donc, que Jinan a développée sur Flutter, qui consiste en fait à créer une carte de visite dématérialisée, donc, que vous voyez là en fait. Vous allez pouvoir mettre en fait un petit peu toutes les données que vous voulez, les données perso, des liens. Et en fait, cette carte de visite, elle va se matérialiser sous la forme d'un QR code. Et à la fois du côté du consommateur que du côté du commerçant, vous allez pouvoir créer cette carte de visite et vous l'échanger. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a rajouté en fait plusieurs features pour permettre notamment de mettre des liens, éventuellement de mettre, si on se projette là dans le cas d'usage d'un commerçant, de mettre des horaires d'ouverture, voilà, toute une catégorie de features pour se partager un contact et donc du coup se retrouver dans un cas de figure en magasin où en fait on va soit en tant que client proposer un QR code à scanner pour récupérer le contact, soit côté commerçant en fait d'exposer son QR code et éventuellement voilà de capter des contacts. Donc ça c'était vraiment la première partie de notre projet. Évidemment on est venu à la conclusion que c'était un bon premier axe. Mais qu'il y avait quand même en fait l'exposition de données personnelles et effectivement ça c'était encore un petit peu un frein pour nous et c'est là effectivement que là on est venu à l'idée que le Web3 pouvait changer les choses et qu'il y avait vraiment la capacité de créer en fait des parcours où on va pouvoir adhérer, souscrire mais sans donner aucune donnée personnelle, donc sans transmettre de mail ni quoi que ce soit. Et donc, c'est là qu'on est venu donc, sur la partie du club. Et donc, la partie du club, finalement, c'est de pouvoir, en fait, de donner l'opportunité. Donc, à partir du moment où vous avez créé votre carte de visite, vous allez pouvoir créer un club. Et à n'importe quel membre, en fait, vous allez pouvoir partager ce qu'on appelle un proof of membership. Donc, en fait, c'est un peu une carte de fidélité pour adhérer au club.
Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que cette proof of membership, c'était intéressant de pouvoir la mettre sur la blockchain et qu'elle appartienne à aucun intermédiaire extérieur, pas à nous, et que finalement, ce lien entre le consommateur et le commerçant, ben, en fait, on va pouvoir le sécuriser. Donc déjà, pour deux raisons, c'est de pouvoir ne plus transmettre de données, ne plus enrichir des bases de données externes avec plein d'informations personnelles dedans, mais du coup, plutôt de pouvoir directement trouver l'interface voilà, la plus simple possible. Et donc là, on voit juste rapidement sur la solution, avec toujours une vision qui est commune, hein, c'est celle d'arrêter de passer par des plateformes. Il y a beaucoup là de parcours clients qui se mettent en place où en fait on va intégrer des Google Connect en magasin, on va encourager à utiliser ces wallets Apple, mais nous on pense pas que c'est une solution effectivement parce qu'on va continuer de transmettre des données et de donner la clé aux GAFAM pour avoir encore le monopole de l'identité numérique des utilisateurs. Et ça effectivement pour nous c'est un deuxième sujet auquel on veut s'attaquer et auquel on veut en tout cas on veut essayer de résoudre ce problème avec le Web3. Et donc, juste pour notre solution, donc effectivement, le wallet que je vous ai montré, avec la possibilité, donc, une fois d'avoir créé ma carte de visite, de pouvoir, chaque utilisateur, partager sa carte et donc d'émettre des proof of membership qui vont être collectés et qui vont en fait symboliser un contrat qu'il y a entre un consommateur et un professionnel ou un commerçant qui va du coup autoriser en fait les personnes à interagir. Et derrière, effectivement, ces interactions, on a une deuxième brique qui est au-delà du wallet, qui est de pouvoir customiser en fait différentes features basées sur ce NFT pour animer le business et animer le club. Et évidemment, bah, ça s'appuie sur une blockchain. Donc là, effectivement, il y a le gros sujet derrière ça, c'est que créer une blockchain maison, ça n'a évidemment pas de sens à partir du moment où vous n'avez pas la possibilité de donner les clés à la décentralisation et la possibilité que votre blockchain soit largement décentralisée. D'où le fait que, et c'est un petit peu le vent actuellement, c'est que bah, la plupart des solutions, elles s'orientent plutôt sur des blockchains qui existent déjà et des protocoles, en tout cas, qui relient à des blockchains plus importantes. On pense à Polygon, entre autres. Et donc cette partie blockchain qui est vraiment aussi au cœur de notre solution. Et pour résumer, en fait, voilà, après, en deux mots, notre objectif, voilà, c'est d'être le plus simple possible pour les utilisateurs, pour justement réussir à killer ce problème de parcours client et éventuellement proposer une démarche, un nouveau paradigme de la donnée où on n'est plus exposé aux GAFAM et aux grandes plateformes. Et donc, dans cette réflexion sur blockchain maison, se plugger à des blockchains existantes, Jinan a beaucoup travaillé sur BigchainDB et du coup, là, elle va utiliser en tout cas l'opportunité de ce meetup pour vous proposer un petit peu un tuto pour créer une blockchain via BigchainDB. Et je te passe la main. Donc, merci Axel. Donc, vraiment, l'idée, c'est de vous présenter BigchainDB, de voir comment on peut créer un nœud et un réseau. Ensuite, de voir sur quel moteur de consensus se base BigchainDB, de voir la trajectoire d'action, comment ça se passe, et notamment ensuite de voir comment, côté, si on utilise un driver ou en fonction de l'API, comment en fait, les étapes de construction de la transaction. Et puis on verra aussi, on fera un zoom sur le consensus de Thunderbird. Donc c'est parti. Alors BigchainDB, en fait, on appelle ça une base de données blockchain. Et c'est un logiciel open source qui est paru en 2016. Et depuis, il a vraiment il y a une énorme évolution, en tout cas sur la version, depuis la version 2. Pourquoi on appelle ça une base de données blockchain? Parce que ça va allier à la fois des propriétés d'une base de données et à la fois des propriétés d'une blockchain, notamment la décentralisation, avec l'idée qu'il n'y aura pas un seul point unique de contrôle et un seul point unique de défaillance, l'immuabilité, pardon, je vais y arriver. Tout simplement, c'est l'idée qu'on va faire en sorte que ça va être difficile de supprimer ou de modifier de la donnée qui a été, on va dire, stockée dans un bloc. La notion d'actif contrôlé, on reviendra dessus. Et aussi, BigchainDB, dans sa version 2.0, va permettre de facilement requêter
les informations d'une transaction, on verra que en fait, ils ont en fait segmenté la transaction pour qu'elle soit dans des collections. L'idée de BitchainDB aussi, c'est de permettre d'avoir un retour rapide après la validation d'une transaction. Et ça, c'est grâce au moteur de consensus sur lequel BitchainDB se base. Et il propose aussi la possibilité d'établir et d'élaborer un système d'autorisation et de permission assez poussé. Donc, c'est une véritable évolution quand on sait que dans les versions précédentes de BitchainDB, c'était pas du tout décentralisé. On avait un nœud principal, en fait, qui s'occupait de l'écriture. Et finalement, les autres nœuds, ils attendaient pour répliquer la donnée. On avait également une seule base de données qui était partagée. Donc, au niveau sécurité, je vous laisse imaginer que si un attaquant récupérait les accès, la donnée a été supprimée pour tous les nœuds. Et finalement, on peut dire que dans les premières versions, BitchainDB était peu tolérant à ce qu'on appelle les pannes byzantines et donc n'était pas BFT. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit BFT, donc Byzantine Fault Tolerance? Dans le milieu, on a l'habitude de parler d'une petite histoire qui est celle, peut-être que vous la connaissez, donc des généraux byzantins. En fait, il s'agit, en fait, c'est des généraux qui doivent faire un choix, soit attaquer une ville, ou soit battre en retraite. Et du coup, une fois que leur décision est prise, il faut qu'ils restent fermes dans leur choix. Et il y a un consensus, il faut qu'ils puissent exécuter la même action en même temps. Donc, de cet énoncé de fait découle un problème. On sait que pour délivrer le message et pouvoir effectuer l'action en même temps, il va y avoir un message qui peut être perdu, détruit ou potentiellement altéré parce que un ou plusieurs généraux décident de mettre en échec la stratégie. Donc, à ce moment-là, l'idée en fait qu'il y a derrière la tolérance aux pannes byzantins, c'est de dire qu'un système, il faut qu'il puisse résister au mieux à ces problématiques-là. Et donc, l'idée, c'est de dire que dans un réseau blockchain, il va y avoir, on va dire, 2/3 des machines qui sauront quoi faire si jamais une des machines tombe en panne, un des deux tombe en panne. Et c'est pour ça, et donc en fait, BitchainDB a décidé d'utiliser le moteur de consensus de Tendermint qui va permettre la communication entre les nœuds via les protocoles de celui-ci. En plus de cela, Tendermint, c'est un outil qui est simple à comprendre et qui est très modulable et qui permet en fait d'être utilisé avec n'importe quel langage de programmation grâce à l'interface d'application ABCI pour Application Blockchain Interface. Donc, en plus de Tendermint, BitchainDB a décidé que sur chacun de ces nœuds, il y aurait une base de données MongoDB. Après, le petit bémol peut-être de Tendermint, c'est le fait qu'il va y avoir, et on reviendra dessus, il va y avoir un composant de bloc au niveau des transactions et qui vont en fait alterner à chaque tour via l'algorithme du round robin. Et on reviendra vraiment dessus parce que en fait, il y a une issue qui est ouverte sur GitHub pour justement changer cet algorithme parce qu'il est considéré comme étant prédictible. En tout cas, c'est ce qui. Donc, comment on crée un nœud? Alors nous, pour notre POC, on a fait les tests sur des machines Ubuntu 20.04 LTS. Après, on n'a pas testé sur le type, mais je pense que ça sera compatible. En tout cas, n'essayez pas en dessous de la 18. Faudra penser à sécuriser votre machine, mais ça, je n'apprends ça à personne, je pense. Et du coup, pour que BitchainDB fonctionne, il faudra installer Python, MongoDB, la dernière version de BitchainDB et Tendermint. Une fois que vous avez installé BitchainDB, il faudra penser à faire la configuration. Donc, BitchainDB met à disposition une commande qui est BitchainDB configure.
et ça va vous proposer un certain nombre de questions pour configurer l'environnement. Donc, il faudra définir la liaison avec le serveur API. Si vous utilisez Nginx, il faudra modifier la réponse par défaut et mettre plutôt localhost avec le port. Sur Thundermine, vous pouvez laisser ce qui est mis par défaut. Et ensuite, il faudra initialiser BitchainDB pour que la base de données soit créée avec les collections et le bloc de genèse. Et ensuite, il faudra starter. Et comme BitchainDB est en écoute sur le port 9984, il faudra bien penser à autoriser côté firewall. Il se peut que durant l'installation de BitchainDB, vous ayez des cas d'erreur. Je pense que c'est intéressant de le savoir parce que moi, je suis tombée dessus. Et du coup, en fait, ça, c'est une liste des packages qu'il faudra soit upgrader. Donc, voilà, après, éventuellement, on vous filera la diapo. Et pensez bien à relancer BitchainDB. Du coup, quand vous aurez aussi installé Thundermine, pour l'installation, je vous renvoie à la documentation. Il faudra faire une initialisation et autoriser le port 26657 sur lequel Thundermine est en écoute. Et à présent, ici, au niveau de l'initialisation et de l'installation de Thundermine, vous n'aurez pas fini. Et on verra ça juste après. Mais à ce stade-là, dites-vous que vous avez le processus de BitchainDB qui tourne et Thundermine, bon, avec encore un peu de la configuration à faire. Mais il faut pouvoir monitorer ces deux processus. Du coup, on va installer l'utilitaire Monit qui va permettre finalement en fait, d'être en écoute et de vérifier à chaque fois les processus. Pour que les processus soient vérifiés toutes les 1 seconde, il suffit de lancer la commande monit-d1 et vous pourrez lancer le monit summary pour également vérifier manuellement les process. Les logs, ils sont disponibles au niveau du BitchainDB Monit et vous pourrez changer si vous voulez leur remplacement. Donc ça, c'est ce que nous retourne la commande de Monit Summary. Donc on a la liste des services et si les statuts sont up. Du coup, à ce stade-là, en fait, vous aurez créé qu'un seul nœud. Et pour que ce soit un réseau, il vous faut quand même un certain nombre de nœuds. Donc, dans la simulation que nous a fait, en vrai, c'est nous qui avons créé les nœuds. Mais en fait, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne, qui est intéressé par votre blockchain et qui vienne rajouter aussi ce qui est rajouté au réseau. Du coup, pour un second nœud, il faut tout simplement que la personne reproduise le même schéma et l'installe sur sa machine. Et les nœuds, en fait, pour qu'ensuite ils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils se partagent un minimum d'informations, comme le hostname, l'IP de la machine, une clé publique qu'on va retrouver au niveau du private validator JSON et le node ID qu'on peut obtenir via la commande thundermint show node ID. Une fois que chacun des membres a récupéré ces informations, en fait, il faut le transmettre à ce qu'on appelle un coordinateur qui va composer un fichier de genesis.json et ce fichier, en fait, il va être partagé par tous les nœuds. Donc, on va voir un petit peu comment il se présente. Donc ça, c'est le fichier genesis.json. Donc, je vais revenir juste sur les éléments clés. Donc, on a la Genesis time, qui est en fait, du coup, l'heure de démarrage de la blockchain. Le chain ID, qui doit absolument comporter pas plus de 50 caractères. Et ces deux éléments sont très importants. Il faut absolument que tous les nœuds soient sur la même Genesis time et ils aient le même chain ID. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir au niveau des validateurs. Du coup, actuellement, on a vraiment 2 validateurs qui sont du coup représentés avec, on voit le nom. Hein, nous, on a mis juste des noms, node 1 et node 2. Et on voit le poids en termes de vote de chacun des validateurs. Donc, en fait, ils sont à égalité, on a mis 10-10, ce qui signifie que des validateurs pourraient potentiellement avoir un poids différent. Et du coup, chacun de ces validateurs va être représenté par une clé publique qui va être très importante pour la validation des transactions, etc. Une fois que chacun des membres a récupéré le Genesis JSON, par le biais du coordinateur, il va falloir que
chacun des membres met à jour le config.toml qu'ils vont retrouver au niveau du folder Tendermint. Du coup, le moniteur qui correspond au nom du nœud, donc node 1 et node 2. Le create en petit bloc, on peut le passer à false. Du coup, en fait, ça permet de dire que on va créer un bloc uniquement si la transaction est bien validée au niveau du moteur du consensus, en fait. Les log level, juste pour s'assurer qu'on a bien tous les logs qui vont remonter. Et ensuite, la partie seed et persistante, finalement, qui se construit pareil, mais on va voir que c'est différent. Le sens de ces deux options sont différentes. Donc, la construction, c'est tout simplement, il faut avoir le node ID du membre, le hostname et être sur le port 26656, puisque les nœuds, en fait, communiquent sur ce port-là. Le send rate et le receive rate qu'on augmente un petit peu parce que par défaut, ils sont un petit peu bas. Il s'agit en fait du débit de réception et d'envoi par connexion. Et le recheck. Le recheck qui est une option qu'on peut passer à false et on verra pourquoi, parce qu'en fait, Tendermint, il refait une vérification de certaines transactions qu'il met dans un espace mémoire. Et ça, c'est surtout quand on a des cas d'usage dans lesquels on a besoin de revérifier que la transaction, elle n'est pas invalide. Voilà. Et du coup, si on n'est pas dans ce cas d'usage, on peut tout simplement passer l'option à false. Donc ça, c'est vraiment une représentation un petit peu de ce qui se passe dans un réseau BlockchainDB qui se passe sur Tendermint. Chaque nœud a une base de données Mongo, un serveur BlockchainDB et une instance Tendermint. Et en fait, vous allez voir que l'instance Tendermint, elle va communiquer avec BlockchainDB parce que BlockchainDB a implémenté les spécifications de la DCI de Tendermint. Donc, les concepts clés de BlockchainDB. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BlockchainDB considère que tout objet physique ou digital peut être un actif qu'on peut s'échanger. Il peut appartenir soit à un ou plusieurs propriétaires ou être libre en fait de propriété. Prenons le cas d'une voiture autonome qui pourrait par exemple faire des transactions automatiquement, par exemple. Ça serait possible. En tout cas, c'est ce que eux disent. Et pourquoi pas. Un asset, un actif, du coup, il contient de la donnée qui ne changera pas, qui va caractériser en fait cet actif. Donc, par exemple, la marque d'une voiture, elle ne changera jamais. Et par contre, lorsqu'on a envie, on a potentiellement envie de faire une dépense ou une transaction, il y a de la donnée, de la métadata qui va évoluer. Et donc, c'est au niveau de cette métadata qu'il y aura d'autres caractéristiques propres à l'asset et qui vont changer. Par exemple, les kilométrages d'une voiture. Toute transaction a une entrée et une sortie. Dans le cadre d'une transaction de type transfert, l'input en fait correspond tout simplement, c'est un pointeur vers en fait l'output, donc vers la sortie, et ça va contenir des informations qui ont spécifié qui était le précédent propriétaire et si en fait les conditions pour le transfert sont bien remplies, ont bien été remplies correctement. Et dans le cas par contre d'une transaction de type create, il n'y a pas de précédent propriétaire. La partie input va simplement en fait, désigner celui qui enregistre l'actif, c'est-à-dire qui enregistre l'actif. Sur la sortie, donc au niveau de l'output, en fait, ça va donner des informations sur les conditions à remplir pour transférer un actif. Par exemple, il faudra signer avec sa clé privée. Et puis, on saura qui est le propriétaire actuel de l'asset. Et on sait qu'une transaction, elle pourra potentiellement avoir un ou plusieurs outputs, notamment dans le cadre d'un actif dit divisible.
parce qu'en fait, on a des actifs divisibles et des actifs qui sont non divisibles. Par exemple, des points de fidélité, c'est des actifs potentiellement divisibles. On pourrait décider d'avoir des transactions pour partager des points avec telle ou telle personne. Voilà. Ah oui, et bien entendu, on a le transaction ID qui du coup est unique et c'est un hash et qui permet justement de retrouver la transaction. Donc, BitchainDB a plusieurs types d'opérations. En tout cas, dans ces dernières versions, ils en ont rajouté 3. Le validator election, le vote, le chain migration election. Et nous, on va se concentrer sur les 2 derniers, donc le create et le transfert. Et on va voir comment on peut créer ou faire un transfert de transactions, soit en passant par des drivers BitchainDB, ou alors on pourrait tout simplement utiliser l'API de BitchainDB. En fait, les drivers, ils vont implicitement faire pour nous les posts vers les endpoints de l'API. Donc, nous, on a utilisé le driver pour JavaScript et du coup, on a créé une fonction pour pouvoir créer un asset qui va prendre en paramètre un objet avec 3 propriétés. Le keeper qui, du coup, en fait, fait référence au propriétaire de celui qui est en train d'enregistrer l'actif, l'asset qui, du coup, contient les caractéristiques qui ne changeront pas, et la metadata qui seront en fait les données propres à l'actif et qui évolueront potentiellement. On voit, moi, pour nous, en tout cas, pour que vous ayez une vision un peu plus claire, on a décidé de vous montrer que finalement, pour créer une transaction et l'envoyer, il y a plusieurs étapes. Il va falloir créer une condition, créer un output, créer une transaction, et ensuite, il va falloir signer la transaction et ensuite l'envoyer à un nœud. Donc, un petit zoom sur chacune des fonctions. Donc, dans la create condition, en fait, finalement, on fait appel à la méthode du driver qui est make, voilà, je ne vais pas dire le nom, condition, et qui prend en paramètre, du coup, la clé publique et un booléen à true pour simplement signifier de faire un retour en JSON. Et donc, le résultat de la condition, ça nous, en fait, ça, donc, il est juste en dessous, et vous voyez que en fait, ça va définir une condition qui dit voilà la clé publique du propriétaire de cet actif et le type de signature, donc il faudra signer avec une clé privée. La partie create output, du coup, cette fois-ci, on utilise la méthode make output qui va prendre en paramètre la condition, le résultat de condition qu'on a vu tout à l'heure. Et finalement, on va rajouter à l'output la clé publique qui va être à un niveau supérieur. Et finalement, en résultat, on va voir qu'on a bien la précédente condition, plus de nouveaux éléments, l'amount, alors qui sera toujours à 1 quand il s'agit d'un actif non divisible. Et par contre, si un actif divisible, il prendra la valeur des parts de cet actif. Et du coup, la clé publique, on rajoute dans un arrêt parce que potentiellement, il pourrait avoir plusieurs clés. Du coup, la méthode create transaction qui, elle, va appeler du coup le make create transaction du driver, qui cette fois-ci, elle va prendre les éléments importants pour l'actif, donc la donnée qui ne changera pas, les métadatas qui évolueront potentiels, l'output qu'on a vu précédemment, le résultat de l'output, et la clé publique. Le retour de cette fonction, donc du coup, il est un peu plus complet. Il va contenir les précédents éléments et de nouveau, l'ID, il est parce qu'on n'a pas encore signé la transaction, mais on voit bien que c'est une opération de type create, donc on est vraiment en train de faire une création. Et là, on a du coup les données de l'asset. On est en train de finalement, notre actif, en fait, c'est la création d'un compte utilisateur. Et au niveau de la partie metadata, on a le booléen isActive qui est à false parce que potentiellement, on voudra faire une transaction pour passer cet actif à true et activer le compte de l'utilisateur. Là, c'est vraiment pour vous montrer que
on peut vraiment avoir une conception de n'importe quelle chose sous la forme d'actif. Du coup, notre méthode post-transaction, en fait, c'est, on va dire, celle qui termine le process, enfin, même si derrière, il y a encore des choses qui sont faites. Et du coup, on va signer notre transaction avec notre clé privée, donc en tout cas la clé privée du propriétaire de cet actif. Et une fois que donc on a une transaction signée, on va du coup envoyer à un nœud notre transaction. Et attention, chose très importante, remarquez qu'on fait un post-transaction commit. Et en fait, le commit est important parce qu'il va y avoir plusieurs modes. Et on verra tout à l'heure c'est quoi la différence entre ces modes. Mais ce qui est important, c'est que du coup, ce commit va nous renvoyer finalement à peu près la même réponse que ce qu'on a vu pour... Enfin, David, tu peux continuer. Voilà. Donc là, en fait, c'est plutôt le retour du signe transaction. Donc cette fois-ci, l'ID n'est plus nul. Il a bien un ID et il est prêt du coup à être envoyé. Et ensuite, ce que va nous retourner le post-transaction commit, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, mais c'est très important parce qu'avec le mode commit, on sait véritablement que cette transaction, elle a été ajoutée dans un bloc de la blockchain. Donc, comment finalement s'opère une trajectoire de transaction, mais cette fois-ci plutôt en inscrivant par rapport à Tendermint, pardon. Donc, si vous faites une transaction de type create, soit la transaction, il lui manque certains éléments et du coup, ça va vous renvoyer une 400 avec des informations complémentaires pour vous dire qu'est-ce qui s'est mal passé, ou soit finalement, elle est valide et du coup, il va y avoir une conversion de cette dernière en base 64 et ensuite, on va l'introduire dans une nouvelle chaîne JSON qui va être envoyée dans le body, une request post et qui va passer en fait via l'API broadcast de Tendermint. Et cette API broadcast de Tendermint, en vérité, elle a plusieurs modes et je n'ai pas encore envie de parler des modes parce que voilà, j'ai pas envie encore de parler, mais je vais vous en parler juste après. En fait, ce qui est important, c'est que BitchainDB a implémenté le check-TX, qui est une méthode qui va renvoyer un message pour dire que si la transaction elle est valide. C'est en fait une première étape de validation finalement, parce qu'en fait il y aura d'autres étapes de validation, mais c'est une première étape. Une fois qu'elle passe en fait le check-TX, la transaction elle est mise au niveau d'un mempool. Donc en fait c'est un espace, le mempool ça peut être un espace mémoire de l'instance Tendermint. En fait les transactions elles vont rester au niveau de cet espace mémoire tant que finalement, l'instant Tendermint n'a pas encore proposé le bloc et n'a pas encore diffusé aux autres nœuds. Ensuite, il va avoir la partie consensus sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et si au niveau de la partie consensus, le bloc est validé, et ben, du coup, il est ajouté à la blockchain. Maintenant, au niveau des modes, j'y viens. En fait, le commit qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il va faire vraiment toute la trajectoire jusqu'à la validation du bloc. Et en fait, finalement, on saura que le bloc a été ajouté à la blockchain. Tandis que le mode, en fait, async, il va faire un retour immédiat et on ne saura pas forcément s'il a été au moins validé par le check-TX. Tandis que le mode sync, on sait on va savoir si la transaction, elle est passée, elle a été validée par le check-TX. Mais on ne saura pas, par contre, avec le mode sync, si elle a été entièrement validée et ajoutée au bloc. Donc ça dépend en fait évidemment des cas d'usage que vous voulez avoir côté applicatif. Ensuite, très rapidement, comment ensuite ça se passe au niveau du stockage sur MongoDB. Donc la partie consensus, on la laisse à Tendermint, on y reviendra après. Ce qu'il faut savoir, c'est que BitchainDB va garder une trace écrite du bloc qui est en construction avec chacune des étapes. En fait, il va y avoir plusieurs étapes, du begin block jusqu'à la partie livraison que Tendermint va effectuer via le deliver TX.
Et il y aura encore une petite partie au niveau du end block. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Tendermint va envoyer et va livrer la transaction via le deliver TX, BitchainDB, en fait, il va quand même refaire une vérification de la transaction et le mettre en fait dans son propre espace mémoire en attente. Pourquoi? Parce que BitchainDB, à ce stade-là, il sait qu'il y a encore que le bloc n'est pas terminé et qu'il est encore en construction. En fait, il attend que Tendermint lui envoie un commit message et c'est uniquement quand il aura le commit message qu'il va décider de stocker la transaction dans MongoDB. Et à ce moment-là, il va extraire de la transaction la partie asset et la partie metadata pour les mettre dans les collections adéquates. Donc voilà le fameux consensus de Tendermint. Alors, ouais, on va essayer de faire simple. Donc en fait, il est relativement simple à comprendre. En fait, pour chaque tour, il va y avoir un proposant. Le proposant, finalement, c'est un des validateurs du réseau. Donc, soit le bloc, il n'est pas valide parce que, par exemple, le nœud, il a craché, il va arriver quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, ce n'est pas grave. Il y a un nouveau tour qui est effectué avec un nouveau proposant, un nouveau validateur. Et là, pour le coup, le bloc, il est validé par CheckTX. Et finalement, il y a deux phases de vote. Il y a la partie pré-vote et la partie pré-commit. Pour que un bloc il passe la partie pré-vote, il faut que 2/3 des participants, donc des validateurs, ils aient pré-voté sur le même bloc. Ensuite, pareil pour la partie pré-commit, donc la deuxième phase de vote, il faut aussi que 2/3 des participants ils prévotent sur le même bloc et du coup ils pré-committent. Et une fois, et si c'est le cas, du coup le bloc il est committé et il est validé et ajouté à la blockchain. Du coup, oui, très rapidement, dans le cadre d'une transaction de type transfert, nous, on a mis en place en fait une fonction transfert asset qui en réalité la réplique quasiment du create asset. À la seule différence que ce qui va changer, c'est qu'on a une nouvelle fonction, c'est le transfert transaction, et qui, du coup, à la place, on utilise en fait le make transfert transaction du driver plutôt que le make create transaction. Et du coup, en fait, on va, ce qu'on dit là, par exemple, le premier paramètre, on dit que c'est un output à dépenser, qui n'a pas encore dépensé, en fait. Ça a fait référence, du coup, par exemple, à l'output à la précédente sortie de la précédente transaction, donc du create, de l'actif qui a été créé tout à l'heure, en fait. Donc là, on a enregistré une petite démo, un cas d'usage, par exemple, lorsque un utilisateur, des utilisateurs ont leur propre espace de fidélité avec des points et que au moment, quand ils décident de partir d'un club, ils aimeraient transférer ou revendre leur espace de fidélité. Du coup, là, on a l'utilisateur Team Local qui aimerait revendre son espace de fidélité à Ginen. Et du coup, vous allez voir le petit effet waouh. Et voilà, du coup, Ginen récupère, par exemple, 2 espaces de fidélité. C'est vraiment le use case où en fait, à partir du moment où on a créé l'interaction avec le commerçant, derrière, il y aurait la possibilité, en suivant les cas d'usage, de pouvoir retransférer son compte ou même de le mettre en vente pour faire ce Là, on est typiquement dans ce cas. Oui, très rapidement, pardon. J'en perds mon français. Du coup, là, on voulait plutôt vous montrer un peu une vue côté MongoDB. Donc là, ça va être côté, on va avoir la collection bloc qui, du coup, nous présente finalement notre transfert de transaction par rapport à l'espace de fidélité. Donc là, on voit en fait que dans notre arrêt transaction, on n'a qu'une transaction.
à noter qu'en fait, dans un bloc, on pourrait avoir plusieurs transactions. On n'en a qu'une seule. Et du coup, cette ID, c'est notre transaction qui est du coup dans la connexion transaction DB. On voit bien au niveau de l'output le nouveau propriétaire qui est matérialisé par sa clé publique. Et dans la partie input, on voit bien l'ancien propriétaire avec sa clé publique. Et on voit qu'on a au niveau du fulfillment une espèce de string. Cette string, en fait, elle est obtenue quand on fait la signature de la transaction avec la clé privée. Et au niveau de l'objet fulfills, du coup, en fait, ça fait référence à la précédente transaction sur lequel s'opère ce transfert. Donc, il fait référence à l'actif précédent. Et donc, cet actif-là, du coup, l'actif, qui est matérialisé avec les informations suivantes, on voit que c'est un actif de type Space Loyalty, donc qui fait référence à l'espace de fidélité. Et voilà, et pour terminer, du coup, c'est la metadata, et on a mis à jour, du coup, le hasWrite avec la clé du nouveau propriétaire. Donc voilà, c'était tout pour le petit POC. Alors, au niveau des ressources, moi, je vous invite à lire le white paper de BitchainDB et le white paper de Tendermint, parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre sur quoi il se base. Et Tendermint, en plus, au niveau du consensus, il vous présente vraiment l'algorithme et vraiment dans les détails comment ils ont fait. Donc, c'est vraiment très intéressant à lire. Et ensuite, si vous avez envie d'installer BitchainDB pour tester ou voir comment ça fonctionne, le petit tuto de Abel Apolline sur YouTube, il est très bien fait et honnêtement, ça vaut autant que les explications qui sont mises sur la documentation. Voilà. Et bien entendu, consultez bien la documentation de BitchainDB et de Tendermint. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Je ne sais pas si on a tenu le timing ou pas. Oui, c'est absolument parfait. Merci, bravo. Allez, si vous avez des questions. Après, s'il n'y en a pas, c'est parfait aussi. Hein. Oui. Après, c'est pas très trivial. Non. Mais une question, quel est le critère déclenchant qu'on ferme le bloc ou pas? Comment? Oui, vous avez dit qu'il peut y avoir plusieurs transactions au sein du même bloc. Oui. Quel est le critère qui fait qu'il faut fermer le bloc, pas fermer le bloc Honnêtement, sur cette question, je ne saurais pas vous répondre. Mais à mon avis, c'est au niveau du moteur de consensus. À mon avis, ils ont une limite. taille? Je pense, mais du coup, il faudrait reconsulter le white paper pour être sûr. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Sur les moteurs de consensus, ça fait penser à des algorithmes comme Paxos, Raft, je ne sais pas si ça vous parle. Mais ça fait penser un peu ça dans les systèmes, quoi. Mais c'est juste un parallèle, quoi. En fait, en fonction de... Il se base un peu sur le comment ça s'appelle Voilà, c'est ça, Ouais. ouais, c'est ça. Mais en fait, là, le consensus de Tendermint, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un consensus sans minage. Sans En fait, quoi? sans minage. Ah, d'accord. Donc, parce qu'en C'est un fait, consensus de vote. Quoi. c'est ça. Oui, bah, c'est ça. Contrairement à des moteurs de consensus comme Bitcoin, qui peut-être que d'ailleurs... Mais c'est pour ça que le consensus Tendermint, il s'est beaucoup développé parce qu'en fait, il apporte une scalabilité c'est ça. assez élevée pour justement... Alors après, du coup, on peut débattre de sa réelle décentralisation. Parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, L'histoire du proposant, ouais. les nœuds ont des poids différents dans le vote. C'est une petite histoire de- Et pour parler d'un protocole juste que je connais un peu, donc Stellar, justement, ça joue un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que les nœuds ont différentes tailles, donc du coup, en fonction des acteurs qui détiennent les nœuds, il y a vraiment un sujet autour de la décentralisation réelle. Mais après, effectivement, ça, c'est vraiment ce type de protocole pour avoir Ouais, mais une validation rapide. Ce sont des architectures qui sont distribuées, de toute façon. C'est un peu c'est des nœuds, enfin, ça fait penser au système, enfin bon, l'algorithme de consensus dans le système.
Et peut-être, comme je dis, Paxos Ouais. et Raft, mais peut-être, voilà, c'est différent, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu c'est un peu le même modèle, quoi. Probablement. Bah, justement, en fait, il y Ça a se ressent dans, de toute façon, comment dire, la stabilité, le fait enfin, tout ce qui est master, tout ce qui est de master, etc. Enfin, ça, il y a beaucoup de choses qui sont connues, quoi. Ouais, avec des variantes à chaque fois. voilà, après, oui, il y a des variantes, etc. Et généralement, ils se regardent tous un petit peu pour essayer de s'améliorer et de faire l'autocritique de leur propre moteur. Mais dans l'idée, oui, on va retrouver des similitudes. Après, Après, ouais, c'est ce que tu disais, enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est que à quel besoin on répond après si on veut faire du transactionnel immédiat, parce que justement là on est sur une histoire de souscription à un programme de fidélité, Ouais. ou alors est-ce qu'effectivement on a besoin de plus de sécurité donc ça dépend des usages derrière. Question? J'en ai éventuellement une sur les questions de latence. Est-ce qu'il y a des problématiques de latence? et ben, il y en a probablement. À l'heure actuelle, Thundermine est considéré, je vais le guillemets, comme étant le moteur de compréhension. C'est vrai que le plus rapide en termes de validation d'une transaction, il y a notamment peut-être par le fait que le moteur de compréhension se soit simplifié et se soit basé sur un système Et c'est ce moteur-là, si en cas de coupure réseau de déconnexion, il se reconnecte et il resynchronise le tout. On est obligé de le faire à la main, ça. Bon, en fait, s'il y a un problème sur un nœud, en fait, les autres nœuds vont continuer à fonctionner indépendamment. Enfin, en tout cas, parce que la promesse de Thundermine, c'est de dire que si les deux cas, les nœuds ils sont toujours up, il n'y aura pas de problème, ils sauront quoi faire. Donc, voilà. Et ensuite, chacun des nœuds qui sont installés sur les machines, eh bien, ils vont justement être gérés par l'unit. Et si jamais il y en a un Thundermine qui crash, bah, l'idée, c'est que l'unit puisse relancer les. Et du coup, on revient à l'ancienneté de la blockchain, à quel point elle est décentralisée, déployée, le nombre de nœuds, etc. Donc, En fait, c'est ce qui assure sa survivance, en fait. exactement. Et, donc c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, le vent va plutôt vers des systèmes qui sont déjà assez éprouvés comme Ethereum, entre autres, les Layer 2 d'Ethereum. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Ouais, D'autres questions ou pas? C'est intéressant. Non? Et l'idée, nous, c'était quand même d'arriver et d'essayer voilà, de présenter l'outil et de faire en sorte que peut-être vous pourriez faire, reproduire en tout cas le tuto pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous transmettre les Oui, bien sûr. slides. Bien sûr. En tout cas, nous, Ouais, j'ai envie de tester, là. il n'y a pas de problème. Alors, oui, effectivement, tu mettras Moi, des slides à dispo. La vidéo sera disponible en replay dans quelques jours, évidemment. Et puis, moi, si vous voulez, vous pouvez prendre mon mail, comme ça, si vous avez des problématiques dans ce que vous installez, vous me contactez. Ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai à essayer de comprendre avec vous vos problématiques. Vous avez dit tout à l'heure que c'était sur GitHub, non? Non, vous avez parlé du... Tu parlais de l'issue de... Ah oui, en fait, ça, c'était du plutôt Robin. la problématique par rapport au round robin. Donc, en fait, le fait qu'on ait un proposant à chaque tour et qu'au niveau de l'algorithme, il est considéré comme étant prédictible. Et du coup, il y a une issue qui est ouverte sur le guide en question pour proposer un meilleur algorithme et rendre du coup le prochain proposant moins, en tout cas, plus aléatoire. Et juste aussi, Ouais, je peux juste conclure. vas-y, Donc, vas-y. après, nous, on est sur notre autre chose sur QR Club. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est notre side project. Donc, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer. Si vous êtes intéressé par l'aventure, nous, on aimerait bien discuter. Enfin, voilà, on est ouvert à la discussion. Donc, si ça vous intéresse ou si ça a éveillé votre curiosité, nous, on serait ravis d'accueillir de nouvelles personnes sur le projet. Et notre objectif, en tout cas, c'est d'avoir le wallet qu'on vous a présenté tout à l'heure, de le rendre live du coup sur le premier semestre 2023. Voilà. Très très bien. Super. Écoutez, moi, Voilà.
Un grand merci à vous. Merci. Merci à celles et ceux qui nous suivent. Merci aux chaleureux publics sur place. Voilà, donc je rappelle les prochaines dates de nos meet-up 28 mars, 25 avril, DEFCON Quantique le 23 février, DEFCON Green IT Éco-Conception à Lyon, cette fois à Lyon, et pas à Paris, à Lyon, le 27 avril, au campus de l'ESGI. Bonne soirée à tout le monde, et pour ceux qui sont sur place et pas en ligne, je suis désolé pour vous, il y a la pizza party à côté, et vous avez droit, grâce à notre partenaire Big Coyote, de repartir avec un beau ventilo pour vos PC. Voilà. Si vous bidouillez un petit peu les PC ou que vous minez, c'est toujours utile et ça évite de cramer vos CPU et GPU. Donc un grand merci à notre partenaire Big Coyote pour ces petits goodies. Merci, bonne soirée et rendez-vous au prochain meet-up. Et tout ce que